Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je reste et je demeure Michel Biemtong, web journaliste camerounais, le responsable de votre chaîne YouTube de prédilection. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience, ce que j'ai vécu quand j'étais séquestré dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense, communément appelée sous son acronyme CED au Cameroun, lorsque un triste personnage, bardé de galons de colonel, un voyou, un délinquant mis à jeter. Je vais parler aujourd'hui de la situation des détenus anglophones, de la crise anglophone, à l'aune de ce que moi j'ai vécu. Je commencerai par dire aux Camerounais, mes chers compatriotes, vous devez vraiment prier pour votre pays. Vous devez prier pour tous ceux-là qui prétendent gouverner le Cameroun. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de cœur. Le Cameroun est sous l'emprise d'un régime satanique, d'un régime diabolique, d'un régime condescendant, d'un régime arrogant, d'un régime qui se fout totalement du peuple camerounais. Et les anglophones sont dans une situation bien pire que ça. Et je vais préciser, les anglophones qui sont pris dans la nasse on va dire, pris dans le tourbillon de la crise qui perdure à l'heure actuelle en zone anglophone. Alors, je vais donc partager avec vous ce que j'ai vécu d'horrible, de détestable, lorsque j'étais à la cellule 22 plus précisément, à la prison centrale de Koneni, concernant les détenus de la crise anglophone au Cameroun. Le 24 octobre 2018, c'est-à-dire au lendemain au lendemain de mon arrivée au CED, en provenance de la CEMIL, de la sécurité militaire qui m'a kidnappé de là-bas pour m'amener au CED. Je me trouvais au niveau, parce que quand vous arrivez au CED, au niveau des bureaux du service central de la recherche judiciaire, vous avez un poste là pour les renseignements, pour prendre les renseignements. Puis vous traversez un endroit où il y a un contrôle métallique pour vous retrouver du côté du quartier des Marafa, des Ababa, des Dondon et autres. Bon, il y a un endroit où les détenus, où les gardés à vue s'asseyent avant de repartir en cellule ou alors avant d'être appelés pour une audition ou pour autre chose. J'étais assis là ce jour-là, c'était vers 9h, 10h, le 24 octobre 2018. Alors, juste à côté de moi, je vois deux jeunes gens, c'est-à-dire ils avaient les mains étaient nouées par une espèce de ficelle là de couleur noire. Alors je salue celui qui était assis à côté de moi, parce qu'ils étaient deux. L'autre était assis de l'autre côté. Je dis bonjour, il me répond bonjour. Bon, il parlait un français, bon, tu savais que c'était un anglophone, mais qui parlait quand même un peu français. Je lui demande, mais pourquoi vous êtes... qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? Il me dit que tous les deux, ils sortent de Moyoka. Moyoka, c'est dans le sud-ouest anglophone. Et qui viennent d'arriver. Et que lui
celui avec qui je discutais là, on lui reproche, c'est-à-dire il a été arrêté après avoir été surpris en train de visionner, de regarder, de lire une vidéo de John Mbah Akuro. John Mbah Akuro qui est un ancien journaliste qui a travaillé à la CIAT TV, le desk anglais de la CIAT TV, qui est aujourd'hui au Canada et qui fait partie des leaders indépendantistes anglophones. Alors, ce bonhomme me dit qu'on l'a surpris en train de regarder cette vidéo-là, la vidéo de John Mbah Akuro, qui a d'ailleurs une page YouTube que vous pouvez consulter. Bon, j'ai discuté avec lui pendant au moins 5 à 10 minutes. Et puis, en soirée de ce même jour-là, on les envoie tous les deux dans ma cellule, la cellule où je me trouvais, la cellule 22. Et à l'intérieur, j'ai appris que celui avec qui je discutais dehors, là, au niveau du poste de renseignement, au 7, s'appelle Ambang Luis. C'est son nom. Ambang Luis. Et celui qui était avec lui s'appelle Néou Isaac. Mais Néou Isaac, lui, il ne parlait, il ne comprenait français. Bon, comme je parle un peu anglais, on se retrouvait souvent dans notre cellule, soit pour jouer une partie de cartes, soit pour discuter, soit pour causer un peu. Bon, un jour, on était couchés, Néo, Isaac et moi, sur les mandats de la cellule là. C'est alors que Néo Isaac me raconte que il a été arrêté parce que les gendarmes le soupçonnaient de collaborer avec les Restoration Force, c'est-à-dire la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone. Tous les deux, Ambang Luis, Néo Isaac, ils ont été arrêtés, je crois par la brigade territoriale de gendarmerie de Muyuka. Ils y ont passé 2 mois. Donc ça veut dire que ils sont arrivés au CED en octobre 2018, le 24 octobre 2018, après avoir passé 2 mois dans une cellule à la brigade de gendarmerie de Muyuka. Néo Isaac me raconte donc que ses parents ont été obligés de fuir le village pour se retrouver en brousse, avec son père, sa mère et ses 2 petites sœurs, parce que la maison a été brûlée par des soldats. Alors il s'est retrouvé à la brigade de gendarmerie de Muyuka avec Ambang Luis, torturés. Ils ont été torturés, torturés et torturés. Ils ont été obligés de passer des nuits couchés à même le sol, faisant leurs besoins dans cette même cellule. Et le nom qui me revenait à chaque fois, parce que je discutais souvent avec Néo Isaac, et le nom qui me revenait, qu'il me donnait, le nom du gendarme qu'il m'a donné, c'est un certain capitaine Meva. Capitaine Meva. Donc c'est capitaine Meva qui leur faisait subir toutes ces tortures, toutes ces misères-là à la brigade, dans une cellule à la brigade de gendarmerie de Muyuka. Donc c'est après avoir passé 2 mois dans cette brigade-là qu'ils se sont retrouvés au 7. Ambang Luis et Néo Isaac. Mais le cas qui m'a le plus choqué, mais alors bouleversé, c'est celui de Yogo
Tita Roland, originaire de Ndokba Messing, dans le nord-ouest. Le même jour, je crois que c'était la même soirée du 24, je ne sais pas, soit c'était le 24 ou le 25 octobre, je ne sais pas si je me rappelle bien, un monsieur arrive dans la cellule, il était presque 20 heures. Le 25 octobre, nous sommes en cellule là, allez, on vient balancer un monsieur avec des menottes derrière le dos. Ouais, avec des menottes derrière le dos. Il arrive, il s'assoit. Bon, moi, j'étais même déjà endormi. C'est quand je me réveille. Donc, quand il est arrivé, moi, je dormais. C'est quand je me réveille que je vois un monsieur, il a les menottes derrière le dos. Je m'approche de lui. Je lui pose des questions. Je salue, je dis bonsoir, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as les menottes derrière le dos? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. D'abord, comment tu t'appelles? Il me dit que non, il s'appelle Yogo Tita Roland. Donc, il est originaire de Ndokba Messing. On l'appelait dans la cellule Docta parce qu'il vendait les médicaments à Bafoussam, à l'ouest du pays. Il me dit que on lui a d'abord, parce que les gars du CED sont allés le chercher à Bafoussam. C'est-à-dire qu'on l'a pris à Bafoussam comme ça par surprise. On est venu avec lui au CED. C'est-à-dire qu'on a commencé un début d'audition. Un début d'audition. Après, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas collaborer, ou je ne sais pas, on lui a versé de l'eau. Des gendarmes lui ont versé de l'eau avant de venir le jeter dans notre cellule. Après, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te reproche? C'est alors qu'il me dit que les fins limiers, les gendarmes du CED étaient en train de tracer un numéro de téléphone qui appartient à son frère. Et ils se sont rendus compte que son frère a rejoint les Restoration Forces. Et ils se sont rendus compte qu'il échangeait régulièrement avec Yogo Roland. Bon, ils sont donc allés l'arrêter à Bafoussam pour l'amener au CED. Ils ont voulu lui demander que, mais dis-nous exactement où est ton frère. Parce que Yogo Roland m'a raconté que son frère et lui ne s'entendaient plus. Parce qu'il avait, comme c'est un homme d'affaires, quoi, il vend des médicaments, il a même des quincailleries. Il m'a parlé d'une quincaillerie en Ndok parce qu'il est polygame de 2 femmes. Et il m'a même raconté que même ces femmes ne sont même pas, au moment où il arrive au CED, ces femmes n'étaient même pas au courant de là où il se trouve. Comme on l'a pris comme ça par surprise. Il me dit qu'il a eu des problèmes avec son frère. Je crois son petit frère. Oui, je crois que c'est son petit frère. Donc, il lui avait payé des études pour qu'il soit pasteur dans une école pour pasteur. Là. Maintenant, le gars a pris l'argent. Il en a fait n'importe quoi. Il est allé faire la Java avec ça. Donc, il n'est plus allé s'inscrire dans une école de pasteur. Pour pasteur. Et c'est pour ça que lui et son frère, ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés. Et maintenant, bon, le gars, bon, c'est vrai que de temps à autre, ils échangeaient un peu. Ils échangeaient. Mais son frère, lui, il était avec ces gars-là en brousse. Bon, lui, il était à Bafoussam. Bon, il dit qu'il ne sait pas exactement où son frère, puisque depuis, il n'a plus de ses nouvelles, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que les gars l'ont donc arrêté. Avec des menottes derrière le dos, il est arrivé en cellule. Il était assis là. Juste parce que c'est son frère, hein. C'est son frère qu'on soupçonne d'être avec les Amba Boys. Mais on vient l'arrêter lui parce qu'il refuse de leur dire où son frère se trouve. Il avait les menottes derrière le dos. Je vous assure, c'était... J'ai failli couler des larmes quand j'étais en cellule. J'ai regardé ce monsieur. Je me suis demandé que mais ce pays dans lequel nous vivons,
Franchement, c'est la catastrophe. Hein. C'est le Satan qui gouverne ce pays. Comment on peut prendre quelqu'un? La cellule est déjà fermée. On prend encore quelqu'un avec les menottes derrière le dos. On le jette là. Il mange comment? Il dort comment? Pour aller aux toilettes, il fait comment pour sortir son histoire là et uriner? Pour aller même faire d'autres menus, d'autres besoins aux toilettes, il fait comment? Et je voyais comment le gars, il se débattait et tout. C'est passé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour le sortir de cette situation, on a été obligé, chaque fois que les gendarmes venaient faire l'appel, on suppliait que, ouais, pardon. À défaut de lui enlever ses menottes, mettez-les lui au moins devant pour qu'il se sente à l'aise. Mais ce n'est pas possible. C'est alors qu'il y a un gendarme, c'était 2 jours après, qu'un gendarme a enlevé les menottes derrière, il les lui a placés plutôt devant. Mais même jusque-là, c'était la catastrophe. Parce qu'il fallait bien qu'il mange. Il fallait bien qu'il soit vraiment libre et autonome, plutôt que d'être assisté tout le temps parce qu'il a des menottes au poing, à l'intérieur de la cellule. Mais je voyais qu'il n'était pas à l'aise parce que c'est quelqu'un avec qui j'échangeais souvent quand j'étais en cellule. J'échangeais souvent avec lui. Il me dit que vraiment il n'est pas à l'aise, il veut qu'on lui enlève les menottes là et tout ça. Il y a un troisième cas qui n'est pas bon. Pour terminer avec le cas de Yogo Tita Roland, chaque fois qu'on demandait aux gendarmes de lui enlever complètement ces menottes là, le gendarme disait que non, il faut lui laisser avec les menottes. C'est un terroriste. Il faut le laisser avec les menottes. Patati et patata. Qu'on le laisse avec les menottes. Alors, le troisième cas qui m'a le plus, qui m'a également choqué, c'est celui de Atamba Edward. Bon, lui, c'était dans la cellule d'en face. C'était un samedi. Un gendarme arrive là, son petit nom c'est Joe Norris, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas au CED. Il arrive là, commence à faire l'appel, il appelle. Arrivé au niveau de Edward Atamba, il appelle une première fois. Atamba Edward, première fois. Atamba Edward, deuxième fois. Quand il appelle pour une troisième fois, Atamba Edward, c'est là où il entend une voix timide, present. Le gendarme se fâche. Viens ici. Après, il le gifle. Bam! Hein? On t'appelle. Tu ne veux pas venir. Tu ne peux pas répondre. Hein? Et en plus, c'est vous qui dites que vous allez diviser le pays, c'est ça? Hein? Ok. Sachez donc que vous là, qui dites que vous allez diviser le pays, je vais vous montrer, je vais vous chauffer. Hein? Vous savez ce que vos frères font à nos camarades là-bas chez vous? Ah, patati se met à gronder l'enfant. Et moi, je me souviens, Atamba Edouard était même malade. Il avait la tuberculose, s'il vous plaît. La tuberculose. On garde un tuberculeux en cellule parce que je me souviens, à un moment donné, les autres, on les appelle quoi? Co-gardés avaient commencé à se plaindre de ce qu'il y a un tuberculeux ici qu'il faut évacuer. Et même chez moi, dans ma cellule, il y a Amban Luis qui est tombé très malade. Amban Luis, dont je vous parlais là, qu'on l'a arrêté parce qu'il regardait une vidéo de John Bakour à Vermouyuka là-bas. Il est tombé malade, il avait un palu, la température montait. On a été obligé de crier pour qu'il aille à l'hôpital. On l'a sorti pour l'amener à l'hôpital. Maintenant, arrivé à l'hôpital, les gendarmes ont commencé, il est allé, je crois, soit à la garnison militaire, d'après ce qu'on m'a dit. Ce qu'il m'a dit. En bas, lui. Arrivé là-bas, les gendarmes qui l'escortaient insistent que non, il doit rentrer le même jour. Mais la dame qui s'occupait de ses soins dit que mais le même jour, comment, quand je vois que la température est montée et tout ça, si il meurt là-bas, qui sera responsable? Comment vous pouvez dire que l'enfant doit rentrer le même jour alors qu'il est malade? Il faut qu'il reste là et il prenne ses soins. Maintenant, quand il se sentira mieux, il rentre en cellule.
En banlieue, ça passait, je crois, 3 jours, 4 jours à l'hôpital avant de revenir. Et il est revenu me noter. Quelqu'un qui sort de convalescence. Bon, ça, ce sont les 3 cas vraiment qui m'ont amené à penser que vraiment ceux des jeunes anglophones qui sont arrêtés dans le cadre de cette crise, franchement, subissent vraiment une torture et une brimade qui ne dit pas son nom et qui doit cesser. Ils doivent cesser. Elles doivent cesser toute cette torture, toutes ces brimades-là. Elles doivent cesser. Et en plus, j'ai remarqué que j'ai passé 3 semaines en cellule au CED. Du 23 octobre 2018 au 15 novembre 2018. Je n'ai jamais entendu qu'on a appelé l'un de ces jeunes anglophones-là arrêté parce que soupçonné d'être terroriste, machin truc. Soit pour une audition devant un enquêteur, soit pour être présenté au parquet. Je dis 3 semaines. Et il y en avait même dans cette cellule qui me disaient qu'ils sont là depuis des mois. Il y avait un là, comment il s'appelait encore oula, comment j'oublie son nom son nom m'échappe un tout petit peu. Bon, il disait qu'il habitait Mélène. Et qu'on l'a arrêté en mai. À quelques jours du 20 mai. Là. On est venu le balancer là, à la cellule. Depuis qu'il était là jusqu'à novembre 2015 là. Même pas appelé que non, audition, machin, ceci. Et rien, il était là. Il était là. Mais je crois que ce bonhomme-là, comment son nom m'échappe? On est sorti le même jour parce qu'il faisait partie des gars qu'on a sortis le 14 décembre 2018 là. C'est-à-dire que vous restez là. On ne va jamais vous appeler que audition, au parquet. Zéro. Du moins, pendant tout le temps que j'ai passé là. Je parle de ces jeunes anglophones là qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Bon, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient là pour des problèmes d'escroquerie, abus de confiance aggravé, qui étaient relaxés. Mais ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise, c'était compliqué. C'était très, 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 très compliqué. Très compliqué. Et c'est l'occasion pour moi de m'adresser à ceux-là qui disent qu'ils gouvernent au Cameroun. Vous avez écouté le récit que je viens de faire, les 3 cas que je viens de produire. Voilà des gens qui vivaient sur leur territoire, dans un état, parce qu'il faut le dire, avant le 1er octobre 1961, ce qui est région anglophone du Cameroun aujourd'hui était un état avec une frontière bien reconnue au niveau du Conseil des Nations, avec un peuple qui vivait en harmonie, mu par le vouloir vivre collectif et avec un pouvoir organisé, incarné par le Premier ministre. Ils ont accepté de se joindre à nous de la République du Cameroun pour former un État. Et je tiens à rappeler que sur ce territoire-là, ils expérimentaient déjà la démocratie, le respect de la personne humaine. La preuve en est que ceux-là, des nationalistes de l'Union des populations camerounaises, qui fuyaient les exactions de l'armée française en République du Cameroun, allaient trouver refuge au British Southern Cameroon. Quand les populations bamileke de l'Ouest étaient gazées au napalm par l'armée française, ceux qui réussissaient à fuir allaient se réfugier au British Southern Cameroon parce qu'elles pensaient y trouver un endroit paisible. Ils ont donc, c'est-à-dire que c'est la preuve que là-bas,
sur ce territoire-là, il y avait ce qu'on appelle le respect de la personne humaine. Ils ont choisi de se rattacher à nous parce qu'ils se disaient que voilà, ce sont nos frères. On ne va pas refuser de vouloir créer un État avec nos frères. Bon, ils ont donc accepté cela. Mais regardez le modèle de république que vous leur servez. Vous, ces membres du pouvoir voyou de Yaoundé, regardez le modèle de république que vous leur servez. Les brimades, les tortures, les emprisonnements arbitraires, les massacres, etc. L'arrogance même. Ça ne fait pas partie de leur culture politique. Ça ne fait pas partie de leur culture politique. Mais vous leur présentez ce modèle républicain-là, qui est fait de sauvagerie, de brimades, de torture, etc., etc. Alors, quand vous vous comportez de la sorte vis-à-vis de ces prisonniers anglophones là, qui sont au CED, c'est pour qu'ils pensent quoi de cette fameuse union dont vous parlez, de cette unité, de ce Cameroun un et indivisible. Vous voulez qu'ils en pensent quoi? Eux qui avaient leur vie de l'autre côté de la frontière, sur leur territoire. Maintenant, vous voulez qu'une fois avec vous dans un même état, ils pensent quoi de vous quand vous leur servez ce modèle républicain? Un modèle républicain aussi détestable. Vous voulez qu'ils pensent quoi de vous, ces dirigeants camerounais? Et c'est autant de choses qui attisent, qui jettent de l'huile sur le feu en zone anglophone. Parce que imaginez un peu, vous ramassez, vous prenez des enfants comme ça, là, à Muyoka, à Bali, Manyamen, je ne sais pas quel autre village, à Kosala. Vous le privez du cocon, vous le prenez, vous le transportez à des centaines de kilomètres pour aller le jeter à Yaoundé. C'est pour que ses parents, ses frères et ses sœurs, qui ne savent pas où ils se trouvent, qui ne peuvent même pas venir lui rendre visite, pensent quoi des dirigeants camerounais que vous êtes? Pensent quoi de cette République du Cameroun, soi-disant unitaire? Vous voulez que ces populations en pensent quoi quand vous traitez leurs concitoyens de la sorte? Je crois qu'il est temps que vous recettiez et que si vous voulez véritablement que la paix revienne dans ce pays, si vous voulez véritablement qu'une paix durable, surtout parce que ce que nous recherchons en ce moment, ce n'est pas une paix en tant que telle, mais c'est une paix durable. Et pour en arriver à cette paix durable, il faut qu'on évite d'infliger à ce peuple-là, le peuple anglophone du Cameroun, parce que c'est un peuple, selon la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a une décision qui a été rendue en 2009 et qui fait de la communauté anglophone du Cameroun un peuple. Si vous continuez à traiter ce peuple de la sorte, vous le radicaliserez davantage et l'unité, c'est-à-dire que le bloc unique que vous semblez défendre à ce moment, le bloc étatique unique que vous défendez, va se fissurer progressivement avant de se briser complètement. C'est le message que j'avais donc ce jour envers vous, ces membres du pouvoir de Yaoundé. Merci à vous autres, chers compatriotes, chers internautes, d'avoir écouté cette vidéo. Bonjour et bonsoir, et à la prochaine pour une autre séance. Allez, au revoir.